Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé-Grenoble. Chaque semaine, une personnalité du territoire revient sur ce plateau. Aujourd'hui, je reçois Élodie Jacquier-Laforge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes députée MoDem de la 9e circonscription de l'Isère, une circonscription qui s'étend des portes de l'agglomération grenobloise, Vorep, Voiron, jusqu'on le voit sur ces images à la frontière de la Drôme, les cantons de Pont-en-Royans, Saint-Marcelin notamment. Vous êtes élue sur ce territoire depuis 2017 et vice-présidente de l'Assemblée nationale depuis 2022. Vous remplacez donc la présidente Gaëlle Braun-Pivet en fonction d'un planning au perchoir. Comment ça se passe justement cette rotation entre les vice-présidents et la titulaire ? On est 6 vice-présidents et donc on vient donner déjà nos disponibilités. C'est très bien organisé, on a un calendrier, chacun donne des dates et ensuite c'est la séance, la direction de la séance qui organise tout le planning avec des séances réservées. Alors c'est Yaël Braun-Pivet. Gaëlle. Vous avez dit, oui. Mais voilà, juste je me permets de corriger son prénom, qui, elle, va présider toutes les séances de questions d'actualité au gouvernement. Et par exemple, quand il y a eu la déclaration de politique générale du Premier ministre également, c'est elle qui préside la séance. Et puis, la semaine dernière aussi, elle a souhaité présider tous les débats sur la constitutionnalisation de l'IVG. Et donc, en fait, elle peut décider, au pied levé, si je puis dire, aussi de présider une séance. Alors, votre première apparition au perchoir, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce poste qui préside l'Assemblée nationale, c'était le 13 juillet 2022. Ça fait maintenant 1 an et demi que vous êtes dans cette fonction de vice-présidente. Vous savez combien de fois vous avez présidé ? Vous faites le décompte à chaque fois que vous avez ce rôle ? Oui, on a un décompte très précis, puisque le but, c'est que chaque vice-président fasse à peu près le même nombre d'heures. Donc on sait exactement, on a un compteur. Alors là, je suis désolée, je ne suis pas venue avec le dernier compte, mais ça se compte en centaines d'heures. Bon, le rôle de présider l'Assemblée nationale, c'est d'arbitrer aussi les débats au sein de l'hémicycle pour qu'ils se déroulent le plus sereinement possible. Ça n'a pas toujours été le cas ces derniers mois. Vous arrivez sur une année où c'est plutôt musclé au sein de l'hémicycle. Oui, c'est musclé. On a eu des séances aussi très, très tendues. On a un contexte. Le vote des Français a fait qu'on est dans une assemblée avec une majorité relative, avec des partis radicaux, le Rassemblement national, la France insoumise qui ont été élus, qui ont des groupes importants et avec des moments extrêmement, on voit les images là, tendus, agités. Et donc là, c'est la présidente de l'Assemblée qui est au perchoir avec cette nécessité que finalement le débat puisse avoir lieu, puisqu'il s'agit que chacun puisse s'exprimer, que la parole de chacun soit respectée. Et ça demande beaucoup d'énergie à la personne qui préside la séance. Vous avez le pouvoir de sanctionner les députés qui dépasseraient les règles dans l'hémicycle ? On a 2 sanctions possibles. Un rappel à l'ordre, simple, et un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal qui induit une diminution d'1/4 des indemnités du député qui est sanctionné. Donc c'est une sanction qui est quand même assez forte. Une sorte d'amende une sorte d'amende. Après, il y a 2 autres sanctions, mais celles-ci doivent être prises en bureau de l'Assemblée nationale, qui représente toutes les composantes de l'Assemblée. Et donc là, il y a un vote, et on vote à la majorité si on décide d'avoir une sanction plus importante, donc qui peut conduire à une exclusion de 15 jours ou de 1 mois. Vous pouvez sanctionner aussi les membres de votre groupe où il y a un conflit d'intérêts et c'est un autre président qui prend en charge ça ? Non, on sanctionne les membres de tous les groupes. Et par exemple, j'ai voté une sanction en décembre pour un membre de mon groupe. Donc non, il faut être dans ces cas-là neutre et impartial. Alors c'est vous qui étiez aussi au perchoir, Élodie Jacquier-Laforge, en mars dernier, lors d'un épisode un peu surréaliste avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. On regarde la séquence. Maintenant, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a 2, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... De quoi il parle ? Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement ? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée ?
Alors oui, je vous demande effectivement de J'ai dit- préciser vos propos parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit, madame, Alors finissez vos propos, qu'on comprenne ce que vous dites. j'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit 2 fois. Bon, voilà, ça vous ferait un souvenir quand vous aurez terminé cette séquence politique. C'est une scène qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux après avoir été diffusée en direct par la chaîne parlementaire. Vous l'avez sanctionné au final, Éric Dupond-Moretti ? Je ne peux pas sanctionner un membre du gouvernement. Ah d'accord, vous avez le droit que les députés, mais pas les... C'est pas la les séparation des pouvoirs. Vous avez l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire, et aucun n'a de pouvoir sur l'autre. Donc je ne suis pas en capacité de mettre des sanctions à un membre du gouvernement. Alors les débats ont été moins houleux en décembre à l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi immigration, puisqu'il n'y en a pas eu. Après les débats sans vote liés au 49.3, on a découvert les votes sans débat. Vous étiez rapporteuse de ce texte sur l'immigration. Comment vous avez analysé cette séquence où finalement les députés n'ont pas pu débattre sereinement dans l'hémicycle ? Alors il faut rappeler quand même pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu débattre. C'est parce qu'une motion de rejet a été adoptée. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on a eu une majorité de députés pour dire « nous refusons de débattre de ce texte ». Et donc, on avait fait tout un travail, comme vous l'avez indiqué, j'étais rapporteure sur le premier titre, sur l'intégration par la langue et par le travail. On avait fait un travail en commission que... Alors vous allez me dire, je suis peut-être jugée partie, mais en tout cas que je trouve, moi, de bonne qualité, puisque au final, le texte tel qu'on l'avait voté en commission des lois ressemble quasiment trait pour trait à ce qui a été finalement issu suite à la décision du Conseil constitutionnel. Donc moi je regrette bien évidemment qu'on n'ait pas pu débattre de ce sujet, qu'on n'ait pas pu avoir la position de chacun, que chacun explique sa position sur ce qui était proposé par le gouvernement. Et donc on s'est retrouvé avec un texte non adopté, non débattu à l'Assemblée. Je crois que c'est la 2e fois dans l'histoire de la Ve République qu'un texte n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale et donc par les représentants du peuple. Alors, je ne sais pas s'il y aurait eu des bras d'honneur, mais le débat n'aurait pas forcément été très calme sur ce sujet au sein de l'Assemblée nationale. Non, je vous confirme, je pense que ça aurait été très animé. Mais c'est à l'image de notre société aussi. Donc il faut aussi l'accepter. Bon, c'est un projet de loi en tout cas qui a divisé les députés, même au sein de la majorité présidentielle. Il y avait les pour, les contre, et puis ceux qui se sont abstenus. C'est votre cas, Élodie Jacquier-Laforge. C'était quoi le sens de cette abstention sur un dossier aussi important que celui-là ? Alors, et puis, en plus, avec un sujet sur lequel je travaille depuis 2017, puisque j'ai été rapporteure pour avis du budget asile, immigration, intégration en commission des lois. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé. J'étais aussi porte-parole pour mon groupe, le MoDem, dans le cadre de la loi de 2018. Donc c'est un sujet que je crois, je commence un peu à connaître. C'est un sujet qui est éminemment technique, éminemment politique. Pourquoi est-ce que je me suis abstenue ? J'étais donc aussi membre de la CMP, la fameuse commission mixte paritaire, et donc j'ai vraiment... Ceux qui ont décidé finalement. Exactement, j'ai vraiment vécu de l'intérieur la genèse du texte en commun. J'étais missionnée par mon groupe, donc entre guillemets, mais en tout cas j'étais mandatée pour mon groupe, donc j'obéissais au... Vous n'étiez pas entièrement libre, entre guillemets. Eh bien écoutez, parce que je représentais mon groupe, donc je pense que c'est important quand vous êtes mandaté pour faire quelque chose, et j'avais des conditions, et les conditions étaient réunies pour qu'effectivement le texte soit voté en CMP. Quand il s'est agi au final, moi, Élodie Jacquier-Laforge, voter ce texte et que le Rassemblement national a décidé à la dernière minute de dire ah c'est super, on a gain de cause sur toute la ligne, donc on va tous voter ce texte. Moi, je n'ai pas pu me résoudre à voter
sur un sujet qui est l'immigration avec le Rassemblement national. Ça a été, j'ai envie de dire, la réaction presque spontanée, si vous voulez. Et après, sur le fond aussi, je n'ai pas pu voter contre. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 raisons. C'est que l'aide médicale d'État, qui avait été transformée par les sénateurs en aide médicale d'urgence, était supprimée du texte. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point, c'est qu'on a mis fin à la rétention des mineurs, à la fois dans les centres de rétention et dans les locaux de rétention. Et le dernier point, c'est qu'il y avait une mesure de régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, qui n'allait, à mon sens, pas assez loin, mais il y avait quand même une mesure de régularisation. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voté contre. Donc maintenant, je vous ai expliqué pourquoi je n'ai pas voté pour, pourquoi je n'ai pas voté contre, et c'est un choix que je fais très rarement, puisque je préfère m'engager de façon pour ou contre, mais voilà, j'ai décidé de m'abstenir sur ce texte. Bon, un texte qui a ensuite évolué, puisque le Conseil constitutionnel l'a en partie détricoté, comme on dit, la semaine dernière. Alors, il ne s'est pas prononcé vraiment sur le fond, mais plutôt sur la méconnaissance des règles de la loi par les parlementaires. Comme ça, en tout cas, que ça a été traduit. Les parlementaires qui sont censés donc faire les lois ne connaissent pas les règles. Ça ne fait pas hyper sérieux. Alors, si vous me permettez... Dans les discussions qu'on a eues avec les sénateurs, puisque c'est ce que je vous dis, nous on a fait le travail en commission des lois et on avait supprimé 35 articles. En estimant qu'ils étaient peut-être pas en tous estimant constitutionnels. qu'ils n'étaient pas, ça c'est l'article 45 de la Constitution, en lien direct ou indirect avec le texte. En fait, quand on vous présente un texte, je ne sais pas, moi, qui va concerner les médias, eh bien vous ne pouvez pas faire un amendement sur une autoroute. Bon, là, je caricature, mais l'article 45, en fait, il vient circonscrire le champ d'un projet de loi. Et donc, dans les échanges qu'on avait avec nos collègues sénateurs, nous n'étions pas d'accord sur l'interprétation de cet article 45. Sauf que, à notre sens, ça fait aussi depuis 2017 que je suis à la commission des lois. J'ai une formation de juriste. Alors voilà, je ne suis pas constitutionnaliste, mais on arrive quand même à se forger une certaine expérience. Et on sait bien que la jurisprudence telle qu'elle a été appliquée la semaine dernière, elle l'est de façon continue depuis des années. Sauf qu'il y a une différence d'appréciation. Et d'ailleurs, voilà, on peut poser la question, mais en tout cas, en l'état actuel des règles telles qu'elles existent, voilà, c'est très clair. C'est très, très clair. Donc, je crois qu'il y avait une volonté politique de porter sur le devant de la scène des sujets comme le droit du sol, comme la fin des indemnités, enfin des allocations, ou en tout cas la conditionner à 5 ans de présence en France. Mais tout ça n'avait aucun lien avec l'intégration par la langue, par le travail, le droit d'asile, les mesures d'expulsion. Il n'y avait aucun lien. Donc je crois qu'il faut quand même rétablir la vérité sur ce sujet-là. Le nouveau texte, donc après le passage du Conseil constitutionnel, vous êtes en phase avec ce qu'il propose aujourd'hui ? Oui, parce qu'en fait, ça revient au projet de loi initial. Avant l'examen du texte au Sénat. Sauf, ce que je vous dis, moi, ma déception, c'est que le dispositif tel qu'il avait été présenté par le gouvernement était un dispositif pour la régularisation qui était beaucoup plus, je trouve, efficace, beaucoup plus rapide. Et là, on a un dispositif qui existe, qui est à la main des préfets. Le point très positif, et que je tiens à rappeler, c'est que c'est le salarié lui-même qui peut faire la démarche. Or, aujourd'hui, dans le cadre de cette circulaire Valls, c'est l'employeur qui doit faire les demandes. Et on sait que tous les employeurs ne sont pas forcément très allants pour promouvoir la régularité de leurs salariés, malheureusement. Elle va vraiment changer les choses. Alors vous pointez effectivement cet aspect de régulariser les travailleurs sans papier, ce qui est important. Mais est-ce que fondamentalement, cette loi va changer l'organisation de la société, l'accueil des immigrés chez nous, leur gestion aussi ?
Elle va changer sur plusieurs points. Je vous ai dit, je me suis particulièrement focalisée sur l'intégration par la langue et par le travail. Et donc, on voit qu'il y a des leviers qui vont être mis en place pour vraiment accompagner ceux qui souhaitent venir dans notre pays et leur donner tous les moyens pour qu'ils s'intègrent mieux. On sait que c'est un point important et ça, c'est vraiment très positif. Sur toute la question de l'asile, il y a une volonté aussi de rapprocher des personnes la procédure d'asile, puisque aujourd'hui, alors je suis désolée de rentrer un peu dans les détails, hein, mais l'OFPRA, qui est l'office qui va analyser les demandes d'asile, est en région parisienne. Et d'ailleurs, c'était un des premiers courriers que j'avais reçus en 2017 en tant que députée, c'était justement de dire, mais on a des demandeurs d'asile qui sont à Grenoble, qui doivent aller à l'OFPRA à 9h. Et donc, comment est-ce qu'ils font ? Vous voyez, c'est des questions très concrètes. Hein. On s'imagine parfois qu'on fait des choses extrêmement désincarnées ou qui ne sont pas en lien avec la réalité. Mais la réalité, c'est qu'on a des sujets aussi concrets que ça. Donc ça, c'est très positif. Et sur les différentes... Je vous prends un autre exemple. Hein, sur les différentes procédures qu'il existe aujourd'hui pour contester une expulsion, on va passer de 12 procédures à 3. Donc c'est très concret et c'est, vous voyez, c'est à la fois mieux intégrer ceux qui ont vocation à rester sur notre territoire et à la fois à expulser plus rapidement aussi des personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Donc pour répondre à votre question, oui, ce sera un texte utile. Bon, s'il est appliqué, parce qu'aujourd'hui, par exemple, puisqu'on parle des expulsions, les OQTF, 7% seulement, hein, selon le rapport annuel du contrôleur de privation des lieux de liberté, 7% seulement des OQTF, les obligations de quitter le territoire sont appliquées. Ça veut dire 93% de ceux à qui on dit « vous devez quitter le territoire français » y restent et peuvent y rester, entre guillemets, en toute impunité. Oui, alors c'est vrai que 7%, ça paraît pas beaucoup. Il faut voir que c'est malgré tout un des meilleurs scores européens, qu'on n'a pas évoqué ce sujet-là aussi au niveau européen, mais il y a ce qui s'appelle le paquet asile-immigration, qui devrait, on l'espère, être voté d'ici juin, et qui vient justement accompagner la France et les autres pays européens dans ce qu'on appelle le screening. Je suis désolée parce que c'est un terme européen, mais où finalement on va pouvoir contrôler beaucoup mieux qui entre, qui sort, et même les personnes en situation irrégulière. Donc on voit bien qu'il y a la France, qu'elle peut faire, ce qu'on a fait avec ce projet de loi. Et il y a aussi ce qui doit se faire au niveau européen et avec une meilleure aussi protection des frontières, notamment avec Frontex. Et puis après, on a un sujet, justement dans les OQTF, ce que vous mentionnez, c'est que pour pouvoir expulser une personne, il faut que le pays dans lequel on souhaite l'expulser soit d'accord. Et que c'est ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires, et qu'il y a un certain nombre de pays qui refusent de donner des laissez-passer consulaires. Et donc, on ne peut pas renvoyer une personne sans qu'elle soit... accueillie de l'autre côté. Oui, non, mais je veux dire, il faut aussi qu'on voit que les marges de manœuvre qui sont celles de la France, elles sont, somme toute, limitées au pays d'origine des personnes qui sont sur notre territoire. Alors, la première conséquence, j'ai envie de dire, de ce projet de loi immigration, en tout cas des débats qui ont lieu, c'est qu'il a coûté sa place à Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Il fallait changer. C'était plus possible de conserver Elisabeth Borne à la tête du gouvernement. Ce n'était pas votre décision, je sais bien. Non, c'est pas moi qui... Non, en tout cas, moi, j'ai trouvé, lors de sa prise de fonction et pendant toute la durée de son mandat, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais vraiment une femme courageuse qui a été très solide. C'est là une nécessité, je pense aussi, de changement, malgré tout, que ça soit une équipe politique ou une équipe sportive, à un moment donné, c'est important aussi d'avoir des nouvelles personnalités, parce que ça apporte aussi quelque chose, et c'est une façon d'incarner qui est aussi importante et intéressante. Donc je crois qu'elle n'a vraiment pas démérité. Et que là, on a un nouveau Premier ministre, jeune, dynamique, qui apporte autre chose. Vous voyez, je ne mets pas en concurrence les uns avec les autres. Je pense qu'il y a c'est différent.
Ils viennent tous les deux du PS à l'origine, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, même si ces nouvelles personnalités qui ont intégré le nouveau gouvernement penchent plutôt à droite. 7 ou 8 anciens LR figurent parmi les 15 ministres de plein exercice, donc pratiquement la moitié. Un seul ministre MoDem, Marc Fesneau, qui est resté en place à l'agriculture. Ça veut dire que l'influence de Nicolas Sarkozy est plus forte que celle de François Bayrou auprès d'Emmanuel Macron ? En tout cas, il y a une nécessité pour nous de rétablir un équilibre. On a une majorité présidentielle, on est sous la bannière Ensemble. On a une représentation à l'Assemblée nationale qui est assez facile à mesurer, puisqu'on a des... Il suffit de se compter. Il suffit de se compter. Et si on se compte à l'Assemblée et si on se compte au gouvernement, même si, je vous ai dit, je suis juriste, je ne suis pas scientifique de formation... Voilà, on voit qu'il n'y a pas un équilibre qui est satisfaisant. Donc, on attend des nouvelles nominations et on espère que l'équilibre sera vraiment représentatif de la majorité présidentielle. Vous avez eu des explications? Le MoDem est allé demander à Emmanuel Macron, à Gabriel Attal, pourquoi cette sous-représentation du parti? Il y a eu des échanges, vous savez, avec les chefs à plumes, si je puis dire. Je pense qu'il y avait une volonté du président de la République d'avoir un gouvernement resserré et puis de montrer encore qu'on était en capacité de faire du dépassement, ce qui est vraiment dans l'origine même du mouvement de la majorité présidentielle. Passer ce mouvement-là, je pense que c'est important de rétablir des équilibres, puisque c'est ce que je vous dis, ils sont assez faciles à compter. Bon, on verra dans la deuxième mouture du gouvernement qui devrait arriver, on n'ose pas trop donner de prédiction, mais dans les jours ou dans les semaines qui viennent, si le MoDem rétablit un petit peu l'équilibre. Vous évoquiez les chefs à plumes, Élodie Jacquier-Laforge. Le vôtre, François Bayrou, est sous le coup d'une condamnation à 30 mois de prison avec sursis, 70 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité. On aura le verdict ce lundi, normalement. Ça fait référence pour le patron du MoDem à l'affaire des assistants parlementaires européens qui auraient plus travaillé pour le parti que pour l'Europe. Voilà pour résumer cette affaire. Vous êtes inquiète? Ça pourrait marquer la fin de la carrière politique de François Bayrou, une éventuelle condamnation? On attendra la décision. Moi, je suis très sereine jusque-là. Je ne suis pas particulièrement inquiète. Les choses vont être, je l'espère, très positives lundi. On a, je crois, beaucoup de choses à porter au sein de cette majorité. On a notre représentant, notre président qui... porte une singularité, porte une expérience, porte une vision qui doit, à mon sens, rester dans cette majorité. C'est qui le plan B si jamais François Bayrou était condamné et ne pouvait plus rester en place? Il y a déjà quelqu'un qui... Alors, on ne raisonne pas du tout comme ça. Vous n'avez pas prévu... On ne raisonne pas comme ça. Vous savez, le mouvement démocrate, il a été créé en 2007. Et avant, il y avait eu le mouvement de l'UDF libre. Alors, je ne sais pas si ça parlera à l'un de nos téléspectateurs qui peuvent remonter jusqu'à cette période-là de 2004. Donc, il a vraiment quelque chose à apporter dans la vie politique française. Bon, en attendant le verdict et puis la suite, le seul ministre MoDem du gouvernement a pas mal de boulot en ce moment. Au moins, il est sur le devant de la scène. Ça, vous ne pouvez pas le reprocher à Emmanuel Macron et Gabriel Attal, puisqu'avec la crise agricole, Marc Fesneau s'est retrouvé en première ligne. Cette crise agricole, c'est un petit peu comme le mouvement des Gilets jaunes il y a quelques années. Le monde politique ne l'a pas vu venir. Alors, il faut quand même voir que le monde agricole traverse des crises successives importantes. On a vécu le Covid,
où effectivement là tout le monde trouvait super normal d'aller dans la ferme ou d'aller féliciter tout le travail qui était fait par les agriculteurs parce que on se nourrissait local et on était heureux de pouvoir le faire. Donc ces crises, si vous voulez, elles se sont aussi accumulées. Et puis on est dans un temps particulier, un temps européen particulier, puisqu'on va avoir des élections en juin. On est dans un temps international compliqué, avec la guerre en Ukraine, les conséquences que ça a pour notre agriculture. Donc je crois que c'est toujours difficile de dire qu'est-ce qui va faire que le mouvement va se déclencher et va prendre de l'ampleur. Mais finalement, on voit bien qu'il y avait les crises qui avaient été perçues. Les fameuses lois Egalim, dès 2018, elles ont été mises en place. Le début du mandat d'Emmanuel Macron, c'est les États généraux de l'alimentation. Donc, je crois qu'il y avait une conscience de la difficulté de la situation et que, je vous dis, ce contexte européen, ce contexte international a aussi créé une accélération ou en tout cas une irritabilité qui a dû s'exprimer parce que la coupe était pleine. Alors les gilets jaunes, c'était les ronds-points qu'ils avaient bloqués pendant des semaines. Les agriculteurs sont plutôt les routes et les autoroutes. On les voit à Grenoble il y a quelques jours sur les grands boulevards et après sur l'A480. En gros, ils demandent moins de normes, moins de contraintes, moins de contrôle. Vous êtes allé les voir, Élodie Jacquier-Laforge, hein? Oui, je suis allée les voir lundi à l'invitation d'un agriculteur que je connais qui m'a dit écoute Élodie, viens nous rencontrer, viens nous parler. Ça a été un moment d'échange très courtois et ça a été l'occasion, mais je vous le dis, après je suis en contact aussi très régulier avec les agriculteurs de la circonscription, donc c'était important pour moi d'aller les voir, d'aller les rencontrer là où ils étaient sur les points de blocage pour leur signifier que oui, j'étais encore et toujours à leur écoute et qu'on allait faire le maximum pour pouvoir résoudre cette crise. Donc, j'imagine qu'ils ne vous ont pas accueilli non plus à bras ouverts. Vous représentez la majorité présidentielle. Non, ils m'ont offert une saucisse, des bières. Non, vraiment. Si vous voulez, il y a j'ai envie de dire le spectacle, où c'est pas très positif de le dire comme ça, où on montre un peu les muscles ou quoi que ce soit. Après, c'est ce que je vous dis, c'est des personnes avec qui je suis en contact de façon très régulière. Donc, il y a beaucoup de respect. En tout cas, moi, je les respecte beaucoup. Et j'espère aussi que c'est réciproque et que c'est pour ça que ça s'est bien passé. Alors, les blocages sont en train de se lever. On verra comment évolue le mouvement dans les jours qui suivent, parce que tous les syndicats ne sont pas d'accord. Le gouvernement, en tout cas, a été obligé d'ouvrir le portefeuille. L'ensemble des mesures d'urgence annoncées cette semaine est estimé à peu près à 400 millions d'euros, d'après les spécialistes. C'est pas sûr que ça fasse plaisir à Bruno Le Maire, hein, le ministre du Budget, qui déclarait encore il y a quelques jours la France n'a plus les moyens de pratiquer la politique du chèque. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec les agriculteurs. Alors, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, hein, c'est-à-dire qu'il faut mettre les questions agricoles au-dessus de la pile. Pourquoi ? C'est parce que derrière, au-delà des revendications qui peuvent s'exprimer, c'est notre souveraineté alimentaire. Notre souveraineté alimentaire, je vous en parlais pendant la crise du Covid, on était tous très heureux de pouvoir manger local. Alors c'était plus cher déjà, parce que c'est plus cher quand on produit en France. Et donc c'est comment est-ce qu'on arrive à garantir cette souveraineté alimentaire qui à la fois préserve l'environnement et nous permet d'avoir une alimentation de qualité, puisqu'on sait, la première des médecines, le premier des médicaments, c'est une bonne alimentation. Donc si vous voulez, c'est pas des revendications catégorielles, c'est la possibilité de maintenir une agriculture française. Et donc, c'est pour ça qu'il est question d'inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi. Il est question de vraiment... Alors, ça peut paraître un peu symbolique, mais les symboles ont leur importance. Et de dire qu'on doit se mobiliser, chacun, politique, consommateur, pour justement
réussir à passer ce cap, qui est un cap difficile, j'en ai parfaitement conscience, parce qu'on voit bien que certains mouvements, c'est très difficile de revenir en arrière. Et qu'une fois qu'on aura perdu toutes les terres qui peuvent être exploitées pour l'agriculture, eh bien après, ce sera difficile de faire machine arrière. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, les agriculteurs demandaient d'être moins contraints, les fameuses normes qui ont été évoquées pendant cette crise. Est-ce que la grande perdante finalement de cette séquence et des annonces faites par le gouvernement, c'est pas la protection de l'environnement? Le gouvernement a mis en pause le plan Éco-Phyto qui visait à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 2030. Alors vous allez me dire c'est une pause, mais on sait très bien dans ce genre de conflit qu'une pause ça veut dire un arrêt. Il avait mis en pause à l'époque des gilets jaunes, la fameuse taxe sur le carburant qui était censée aller aussi dans le sens de l'environnement. Puis la pause a duré très, très longtemps, puisqu'il l'est toujours. Vous aviez voté, je crois, Élodie Jacquier-Laforge, contre, je crois, un avis de votre groupe à l'époque, oui. vous étiez contre la réintroduction des fameux pesticides néonicotinoïdes. Voilà. Oui. Allez dire qu'avait fait beaucoup parler à l'époque. La santé publique, la santé des Français était pour vous prioritaire par rapport à la production ou la productivité des récoltes. Ça vous gêne, cette mise en pause du plan Éco-Phyto? Ce qui a été annoncé, c'est une pause jusqu'au salon de l'agriculture. Vous imaginez que derrière, si on le remet en route, les agriculteurs vont l'accueillir à bras ouverts? Non, mais c'est, si vous voulez, c'est là où il faut aussi avoir un discours. Parce que ça n'a pas de sens de faire une pause 3 semaines ou 4 semaines d'un plan aussi ambitieux qui s'étale jusqu'en 2030. Si, puisque c'est pour rediscuter les indicateurs, rediscuter les zonages, les mesures aussi de simplification. Donc, on ne peut pas à la fois dire que ça ne va pas assez vite et quand on dit qu'on va aller vite, dire que ça va trop vite. Mais donc il y a des mesures d'urgence comme cette pause qui a été décidée pour justement rediscuter sur ce que je vous ai indiqué. C'est beaucoup dit à l'heure actuelle, beaucoup commenté en ce sens-là. Les premières victimes des pesticides, ce sont les agriculteurs. On sait que, par exemple, la maladie de Parkinson est une maladie professionnelle reconnue pour les agriculteurs. Donc, si vous voulez, c'est aussi une façon de les protéger. Ce n'est pas eux qui disent on peut utiliser telle ou telle substance. Donc, ces normes-là, j'ai bien entendu et je suis en contact régulier avec eux. J'ai la Beaucroissance sur ma circonscription, j'ai le Saint-Marcellin, j'ai la Noix de Grenoble. Je crois vraiment être quasi au quotidien sur les difficultés qu'ils rencontrent. Mais on voit par exemple la Noix de Grenoble, il y a une station de recherche qui s'appelle la Sénura, qui travaille depuis 1993 à trouver des solutions. Et donc, si une filière comme la noix peut réussir à développer des moyens alternatifs à l'utilisation de pesticides, on peut aussi s'inspirer de ce qui va bien, de ce qui se passe bien, et promouvoir finalement des solutions, filière par filière, pour réussir à faire cette transition. En tout cas, moi, j'ai envie d'y croire, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette souveraineté alimentaire, elle est absolument nécessaire. Bon, on verra donc après le salon de l'agriculture si le plan Éco-Phyto est remis sur le devant de la scène par le gouvernement, mais je ne miserai pas une pièce dessus. Vous me réinviterez, on en reparlera. Pour poursuivre sur ce sujet, la semaine dernière, on recevait Jean-Pierre Barbier, le président du département de l'Isère, qui était à votre place. Et comme c'est la tradition dans cette émission, je lui ai demandé de vous poser une question. On l'écoute. Ma question, elle est toute simple. Vous avez participé, à cette majorité qui a voté la loi Egalim. Alors, je ne me rappelle plus le numéro, ça va être la 2 ou la 3 peut-être. Il y a un certain nombre. Tout simplement, quand est-ce que vous pensez faire en sorte que cette loi s'applique enfin et que les agriculteurs vivent de leur travail? Parce qu'aujourd'hui, la loi est votée. Les effets ne sont pas là. Il est vraiment nécessaire, je crois, de la mettre en œuvre de manière réelle. Alors, je précise, vous l'avez dit, 2018, c'était la première loi Egalim qui a été votée. Vous étiez déjà député à l'époque. Pour ceux qui
entendent le terme mais ne l'identifient pas forcément. C'est une loi qui a pour objectif d'éviter aux producteurs, aux éleveurs, aux agriculteurs d'être forcés de vendre leurs produits à perte au-dessous du coût de production. En général, c'est la grande distribution qui met la pression pour faire baisser les prix au maximum. Et c'est aussi une des revendications des agriculteurs. Elle existe, cette loi, mais on ne l'applique pas. Un peu comme les OQTF que j'évoquais tout à l'heure. Les textes sont là, mais dans la réalité, on n'en voit pas les effets. Alors, moi, je me félicite que le président du département trouve que la loi qu'on a votée est bien. Déjà, je trouve que c'est un point oui, s'il veut que vous l'appliquiez, c'est qu'il la cautionne. S'il veut qu'on l'applique, c'est que c'est positif. Un des éléments de cette loi Egalim, c'est au sein des cantines, dans les EHPAD, dans les collèges, d'avoir une part importante de produits locaux. Et donc, il y a un site qui est très bien fait. Chacun peut aller le consulter et aller voir dans chaque commune, dans chaque intercommunalité, dans les collèges, dans les lycées, si cette loi Egalim est mise en place ou pas. Je crois que le département de l'Isère, là-dessus, est pas mal. Voilà. En tout cas, j'invite chacun à aller vérifier. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que chacun aussi, et c'est ce que vous dites, le département aussi doit prendre sa part. Il le fait d'ailleurs sur les cantines, les EHPAD. Et là, il y a des objectifs. Vous pourrez aller voir qui peuvent encore être améliorés. Pour qu'on puisse arriver à 100% par les collectivités locales de l'application de la loi Egalim. Mais même Gabriel Attal l'a laissé entendre cette semaine que cette loi n'était pas vraiment appliquée. Il n'y a eu aucune sanction, par exemple, contre les industriels de la grande distribution en 6 ans. Alors, soit ils ont été parfaits, mais ce n'est pas ce que visiblement disent les agriculteurs, soit les contrôles ou la façon dont s'applique cette loi n'est pas efficace. Alors, le gouvernement promet maintenant de l'appliquer ou d'être plus vigilant, de contrôler la grande distribution. Mais comment on peut leur donner crédit alors que depuis 6 ans, ça flotte ? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir que c'était vraiment novateur à l'époque. Personne n'avait osé s'attaquer aux négociations commerciales jusque-là. Donc, moi, j'entends que ça n'aille pas assez vite, et je le regrette aussi personnellement. Après, c'est comment aussi on brise une certaine omerta. Les négociations commerciales, c'est extrêmement difficile. Et dans l'organisation même, on voit bien aujourd'hui que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Donc, toute la stratégie aussi, et je reconnais que ça prend du temps, toute la stratégie aussi, c'est de pouvoir renforcer, donner plus de poids aux producteurs. Et comment est-ce qu'on peut y arriver ? Par exemple, pour une structuration de la filière noix. La noix, l'AOP de la noix de Grenoble existe depuis 1938. C'est pas récent. Il n'y a aucune filière noix en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les 2 dernières années ont été extrêmement difficiles. La première parce que il n'y avait plus de demande, beaucoup de production et plus de demande. Et cette année, assez peu de production. Donc on voit bien que d'une année sur l'autre, en plus, les difficultés ne sont pas les mêmes. Donc comment est-ce que vous arrivez à créer des filières qui soient suffisamment fortes pour maîtriser toute la chaîne de valeur ? Alors, on a des exemples. Vous êtes une chaîne où on parle de ce qui marche bien. Alors, ce n'est pas local, mais le comté, il maîtrise toute sa chaîne de valeur. Pas très loin, le Reblochon, ils maîtrisent toute leur chaîne de valeur. Donc, on a aussi besoin d'outiller les agriculteurs pour qu'ils arrivent à être aussi plus forts dans le cadre de ces négociations. Donc, il y a la loi, l'application de la loi, le renforcement des contrôles, et filière par filière, comment est-ce qu'on les aide à être plus fortes pour pouvoir, entre guillemets, se défendre vis-à-vis de demandes de baisse de prix extrêmement agressives. Oui, alors cette loi, si finalement elle commence à être appliquée avec des contrôles, etc., elle va venir en frontal avec la lutte du gouvernement contre l'inflation, puisque forcément les prix de vente des agriculteurs vont être plus élevés et ça va être répercuté sur le consommateur. Là, il y a peut-être aussi un petit paradoxe pour le gouvernement. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on ait conscience, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'importance de l'alimentation. Donc d'être prêt à mettre le prix ? Eh bien,
en tout cas que peut-être, alors j'entends, ça fait rigoler quelques personnes, mais qu'on voit aussi la façon dont on s'alimente. Qu'on voit la part des produits transformés dans notre alimentation, qui est beaucoup plus chère, avec beaucoup de sel caché. Donc voilà, en ce moment, c'est la période des soupes. Se faire une soupe avec des légumes français, c'est beaucoup moins cher que d'acheter des plats tout prêts transformés. Donc voilà, je vous dis, certaines personnes, ça les fait un peu rigoler. Mais je crois que c'est extrêmement important parce que finalement, on est nous-mêmes acteurs de la défense de notre agriculture française. Bon, en tout cas, cette séquence de blocage de routes n'aura pas fait que des mécontents, notamment ici à Grenoble, sur la 480. Je ne sais pas si vous avez vu ces scènes assez insolites, oui. De gens qui ont profité du blocage. Même du parapente, je crois. Oui, il y a eu des essais de décollage en parapente depuis les rampes de lancement. On a vu des groupes de musique improvisés comme ça, un concert. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images ? Écoutez, moi, ce qui m'a frappé quand je suis allée voir les agriculteurs sur les barrages, c'est le plaisir qu'ils avaient à être ensemble. Et que finalement, ce qui est peut-être aussi difficile et ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est la solitude et parfois le poids de devoir gérer une exploitation agricole tous les jours, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, et que malgré tout, ils avaient du plaisir à se retrouver et que voilà, là je crois que la nature aussi a horreur du vide et que même si c'est sur une route, il y avait cette curiosité de voir ce que ça donnait une A480 sans voiture. Oui, ça n'arrivera pas souvent, je pense. Cette 2 fois 3 voies comme ça, offerte aux piétons et à la population. Alors, il n'y avait pas que les agriculteurs dans la rue. Cette semaine, les professeurs ont manifesté jeudi dans les rues de Grenoble, notamment. Ils étaient un millier à venir devant, notamment le rectorat, pour porter leurs revendications. Est-ce que, comme les agriculteurs, vous comprenez leur colère ? Écoutez, là, je vois sur la banderole non aux suppressions de postes. Alors, je suis un peu étonnée parce qu'en Isère, on n'a pas eu de suppression de postes. On a un nombre d'élèves qui diminue. Alors, c'est en fait la succession de la baisse de la natalité, comme celle de cette année qui a baissé de plus de 7%. Il y a eu, ces dernières années, une baisse de la natalité. Il y a beaucoup moins d'élèves. Et il y a un nombre de professeurs qui restent stables. Donc, voilà. Et on a quand même en Isère, des cas de figure de collèges, notamment à Domaine, où il n'y a pas de professeur depuis plusieurs mois dans une matière et où le rectorat n'est pas en capacité, malgré ce qu'avait promis Gabriel Attal, de mettre un prof devant chaque élève. Oui, alors après, moi, j'ai eu le cas dans un collège à Pont-en-Royan, où un internat d'excellence, où ils ont réussi à trouver des remplaçants. Donc, vous me parlez de situations qui perdurent et vraiment, je le regrette et je pense que ça n'est pas effectivement acceptable. En tout cas, tout est fait pour pouvoir trouver des remplaçants. Après, on a des disciplines qui, malgré tout, n'attirent plus. Donc, je crois qu'il y a là aussi peut-être des questions à travailler avec les enseignants pour essayer de trouver des solutions. Parce que, voilà, s'il y a des disciplines qui n'arrivent plus à recruter, je pense qu'à un moment donné, il faut y réfléchir sérieusement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la discipline, mais en tout cas qu'on peut essayer de trouver des solutions pour arriver à... Peut-être, je ne sais pas, là je vous dis ça comme ça de façon très spontanée, mais peut-être essayer de trouver des systèmes un peu plus souples de remplacement, même si je sais que c'est un sujet très, très sensible. Donc voilà, c'est juste une proposition. Bon, en tout cas, la colère de ces enseignants dans la rue a été attisée, on peut le dire, par les premiers pas en tant que ministre de l'Éducation nationale d'Amélie Oudéa-Castéra, qui a critiqué l'école publique, a un peu menti aussi sur l'absentéisme d'une enseignante, qui a avoué avoir contourné les règles de Parcoursup pour ses enfants, qui fréquentent en plus des classes non mixtes. Ça fait beaucoup de choses en quelques jours pour la ministre. Est-ce qu'elle est encore crédible à son poste ? Écoutez, elle s'est exprimée ce matin en disant qu'elle reconnaissait qu'elle avait commis des erreurs et qu'elle souhaitait pouvoir continuer ses missions.
Moi, c'est difficile de commenter après, on peut une fois qu'elle s'est continuer exprimée. sur un sujet aussi important que l'éducation nationale, avec une ministre qui s'est mise à dos en quelques jours les syndicats, les enseignants et l'opinion publique. Elle est à 6% de popularité dans le dernier baromètre publié par Ipsos. C'est pas un ministère secondaire, l'éducation nationale. Il faut que le ministre soit en capacité d'exercer sa fonction. Oui, là, si vous voulez, c'est pas une décision qui m'appartient de toute façon. C'est vrai que le démarrage est compliqué. Elle l'a même reconnu elle-même ce matin. Elle souhaite rester à ses fonctions. Après, je pense que ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le collectif, le gouvernement dans son ensemble. À un moment donné, au-delà de la mission que vous avez, par rapport au gouvernement, ce que vous apportez à ce gouvernement. Donc là, c'est au Premier ministre de faire des choix. On la voit là, à l'Assemblée nationale. Alors, il n'y a pas grand monde ce jour-là, mais on a l'impression quand même qu'elle est scellée, qu'elle est plus soutenue même par les députés de son camp. Maintenant, il faut qu'elle dégage. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un député de la majorité qui s'est confié il y a quelques jours à BFM. C'est quand même violent. Vous la connaissez personnellement, Amélie Oudéa-Castéra? Moi, non, parce que je travaille pas trop sur son ancien portefeuille et sur au sport. Vous voyez, moi, je suis à la commission des lois, donc voilà, donc je la connais pas personnellement. Après. Moi, j'ai toujours beaucoup de réticence à tirer sur l'ambulance. Ce qui compte, c'est le fond. Est-ce qu'elle est en capacité de travailler sur le fond ou pas? Et ça, à ce stade, c'est pas à moi d'en juger. Mais bon, c'est ce que je vous dis. Elle a reconnu elle-même qu'elle avait eu un démarrage très, très compliqué. Bon, Emmanuel Macron avait été plus prompt à remplacer François Bayrou en 2017 quand il avait été nommé ministre de la Justice. C'est François Bayrou qui avait souhaité partir. Mais bon, on imagine que, autre temps. que la démission avait été sûrement discutée avec le chef de l'État. Pour connaître un petit peu François Bayrou, non. Je pense que c'était pour lui, oui, c'est qu'il voulait justement pouvoir se défendre et ne pas avoir... que ça ne puisse pas se répercuter sur le gouvernement, justement. Bon, c'était en 2017 et on aura l'épilogue ce lundi. 7 ans après, ça prend du temps, la justice. En tout cas, ce climat de contestation, les profs, les agriculteurs profitent à un camp, c'est le Rassemblement national qui surfe en ce moment sur la tête en tête des sondages. Leur arrivée à la tête de la France, qui pouvait paraître utopique à beaucoup de monde il y a encore quelques années, semble aujourd'hui possible. Emmanuel Macron, il avait promis de faire baisser l'extrême droite quand il a été élu, à 2 reprises d'ailleurs. Finalement, il l'a conforté. C'est un des grands échecs du président. Alors, moi, ma vision des choses, si vous voulez, c'est que j'ai vraiment le sentiment que le Rassemblement national aime danser sur les braises. Et finalement, profite de chaque crise, de chaque difficulté, pour faire croire, parce que je pense que c'est un mensonge extrêmement important, que si lui, il était en responsabilité, bien évidemment, tout irait beaucoup mieux. Moi, je voudrais quand même dire que... finalement, c'est plus difficile d'être dans l'action, de prendre des risques, de négocier avec ses partenaires européens, d'être en contact avec aussi nos partenaires dans le monde entier. C'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, on le voit dans l'exercice qu'ils ont à l'Assemblée nationale. C'est plus compliqué. On voit que ils ne sont pas aussi, entre guillemets, parfaits que ce qu'ils voudraient laisser penser croire. Et que finalement, on a aussi, et c'est ce que je vous disais en début de cette émission, une radicalité qui s'exacerbe. À la fois avec la France insoumise, avec des propos, des discours, notamment suite à l'attaque du Hamas, qui sont absolument... Enfin, je veux dire, j'ai même pas de mots pour réagir par rapport à ça. Et on voit finalement un débat, je trouve, politique qui devient très limité, où c'est punchline contre punchline, où c'est attaque personnelle contre attaque personnelle.
Voilà, moi je ne me suis pas engagée en politique pour ça. Est-ce que le meilleur moyen, finalement, de lutter contre le Rassemblement national, puisque Emmanuel Macron n'a pas réussi, les braises, c'est, entre guillemets, son gouvernement qui les a créés pour que le RN en profite, est-ce que c'est pas de leur laisser, finalement, accéder au pouvoir pour qu'ils montrent ou qu'ils montrent leur capacité ou leur incapacité à gérer la France? Mais par exemple, ils ont un score annoncé extrêmement important pour les élections européennes. 30%. Voilà, il faut voir quel est aujourd'hui le résultat du travail des eurodéputés Rassemblement national, qui ne sont pas présents, qui ne votent pas, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas dans la majorité, qui ne donc ils produisent peuvent pas se de cacher sur le rapport. fait que de toute façon, ils n'ont pas la possibilité d'agir concrètement. Oui, mais là, par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est le deuxième groupe politique. Donc, ils ne peuvent pas se cacher. Je crois qu'à un moment donné, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, c'est de les confronter à la réalité de ce qu'ils font dans leur municipalité, au sein de l'Assemblée, au sein du Sénat. C'est la réalité de ce qu'ils font. Et que, en dehors des discours et de dire nous, on vous comprend, on sait ce que c'est difficile. C'est d'ailleurs Marc Fesneau qui a fait la réflexion à Jordan Bardella en lui disant c'est bien, il a pu s'acheter une paire de bottes. Il ne faut pas que les... Vous voyez, à un moment donné, il faut aussi, et c'est moi ce que je souhaite faire, je souhaite que les Français, nos concitoyens, creusent par eux-mêmes, s'intéressent, fouillent un peu sur des sites qui sont des sites d'information sérieux, référencés, parce que finalement, excusez-moi, mais après ils se prennent le mur du réel. Être en responsabilité, vous disiez, c'est Emmanuel Macron qui a mis en place les braises. Je pense qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. On a eu une succession de crises, et qui étaient des crises françaises, des crises européennes, des crises internationales. On a, dans le monde, cette année, la moitié de la population mondiale qui va voter. Mais le constat d'ores et déjà, c'est qu'on est passé je crois que c'est 40% de personnes qui vivaient dans des régimes illibéraux à 70%. Donc on voit bien qu'il y a une tentation mondiale de repli sur soi, et que finalement, un certain nombre de personnes sur cette planète se disent oui, ça, on n'a pas testé, on va tester. Donc, on va élire un président de la République qui fait sa campagne avec une tronçonneuse à la main. Bon, et peut-être qu'on aura... argentin. Exactement, et peut-être qu'on aura aussi le retour de Donald Trump, qui a... Pourtant, ça a été quand même prouvé qu'il avait manipulé l'opinion. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement attentif, et que notre démocratie, malgré tout, elle est fragile. Alors vous évoquiez la victoire annoncée, en tout cas par les sondages du RN aux prochaines élections européennes. Vous ferez le MoDem course commune avec Renaissance sur ces élections? Il y aura une seule liste? Alors là, je ne suis pas non plus dans le Cénacle des chefs à plumes. On est dans 4 mois, donc j'imagine que ça commence quand même à oui, forme. Quand même. En tout cas, je pense qu'on a cette nécessité d'être rassemblés parce qu'on a une ambition commune, qui est de porter une Europe qui protège. Et une Europe qui protège à la fois les agriculteurs, comme le sujet qu'on évoquait auparavant, mais qui nous permet aussi, face à ce monde avec la montée des autocraties, qu'en Europe, on puisse rester sur un espace aussi démocratique. Donc j'espère, oui, qu'on fera cette liste commune. Bon, la tête de liste devait être Stéphane Séjourné, qui est devenu ministre des Affaires étrangères lors du remaniement. Pour l'instant, personne d'autre a été évoqué. On a vu le nom d'Olivier Véran circuler pour prendre en main cette campagne des européennes. Alors, vous le connaissez bien, les députés de l'Isère comme vous, même s'il a eu une parenthèse de quelques années en tant que ministre, il va réintégrer dans quelques jours son poste de député de terrain, j'ai envie de dire. Ce serait un bon profil pour mener une campagne comme ça? Oui, après, je ne sais pas si lui, il est partant ou pas. Je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est de manifester son envie. Et finalement, la motivation n'est jamais aussi forte quand le désir est là. Après, il y a une nouvelle présidente du groupe Renew, Valérie Hayé, qui est une femme qui a 37 ans, qui est sortante. On peut aussi peut-être penser qu'une femme serait bien
européen comme tête de liste, Mais par exemple. C'est une bonne suggestion que peut-être les dirigeants... Elle sera relayée, je l'espère. Voilà, de Renaissance, du MoDem, enfin ceux qui vont, les chefs à plumes qui vont constituer cette liste entendront peut-être, bon, on devrait être fixé dans pas trop longtemps normalement. Pour finir sur des sujets qui ont plus de liens directs avec notre territoire, il y a le projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, un transport de marchandises qui a ressurgi cette semaine dans l'actualité de la semaine. L'État va engager, je crois, 85 millions d'euros, 130 millions au total avec les collectivités, pour poursuivre des études de faisabilité de ce tunnel dont on parle depuis, je ne vais pas donner le décompte exact, mais l'idée a été évoquée dans les années 80 quand même. Oui, en fait, on avait... alors c'est un peu technique, mais... un point d'étude qui devait être validé par la continuation d'études. Et donc, on avait vraiment une deadline. Une deadline. Je cherchais un mot en français, mais je vous laisse chercher. Mais une date limite. Une date limite, voilà. On avait une date limite qui était lundi pour, en fait, avoir les financements européens. En fait, vous l'avez dit, l'État français va mettre 85 millions d'euros, mais on va avoir l'équivalent en fonds européens. Et en fait, si on laissait passer cette date limite, on perdait la moitié de ces fonds européens. Et donc, ça devenait vraiment, vraiment urgent. Et pourquoi ça a traîné ? C'est parce qu'on attendait la contribution de la collectivité territoriale qui est en charge de la mobilité, qui est donc la région. Et donc, on a eu, j'ai envie de dire, sur le fil, la décision de la région de financer également ce projet, et donc à hauteur de 33 millions. On a aussi la métropole de Lyon, le conseil départemental de la Savoie, celui du Rhône, le Grand Annecy, la métropole de Grenoble, le Grand Chambéry et l'agglomération des Grands Lacs. Au fond de vous, j'évoquais les années 80, c'était l'idée de ce projet qui avait été lancé, je crois, par le maire de Chambéry de l'époque, Louis Besson. On parle d'une mise en service en 2030, ça fait 20-25 ans que les études, les débuts de travaux ont démarré sur ce site. Vous y croyez, vous, si courte échéance de voir aboutir ce projet de tunnel entre Lyon et Turin ? En tout cas, on est mobilisé sur le sujet aussi depuis 2017. C'est vrai que c'est extrêmement long à mettre en place. Après, c'est des travaux vraiment d'envergure. Voilà, on ne peut pas dire d'un côté il faut réduire la pollution, il faut réduire l'émission des particules fines, il faut arrêter de mettre des camions sur les routes et en même temps ne pas considérer un projet qui est justement de ferroutage, qui est justement de pouvoir désengorger des vallées, les rendre en termes de qualité de l'air beaucoup plus respirables. Alors oui, ça prend du temps, mais je pense que ça en vaut la chandelle, oui. Bon, puisqu'on parle de déplacement, il y a un sujet moins important, mais qui semble faire plus de consensus, c'est la création d'un homicide routier qui a été largement voté en première lecture cette semaine par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça va changer, cette appellation ? Ça veut dire que les délinquants routiers seront plus sévèrement condamnés ? En fait, aujourd'hui, c'était considéré comme un homicide involontaire. Et beaucoup de familles étaient extrêmement choquées, notamment quand le conducteur qui avait provoqué le décès avait consommé de l'alcool, des drogues. Et donc, en fait, on crée un acte mixte qui peut être à la fois involontaire, c'est-à-dire que le conducteur ne souhaitait pas tuer la personne, mais il a volontairement consommé des produits qui ont fait que ça a altéré sa possibilité de conduire. Donc, c'est pas uniquement symbolique, hein. Ça permet de prendre en compte le caractère volontaire de la prise de stupéfiants ou d'alcool et de prendre ensuite le volant. Et donc, ça vient répondre à de nombreuses demandes d'associations. C'est une proposition de loi qui est transpartisane, c'est-à-dire qu'il y avait 2 rapporteurs, un républicain et une autre Renaissance, Anne Brugnera, qui est députée du Rhône.
Et à cette occasion, j'avais, moi, rencontré une famille dont le fils a été tué sur les routes du département et qui était très choquée de voir continuer à conduire la personne qui était impliquée dans le décès de leur fils. Et donc, on a pu travailler un dispositif qui obligera la personne qui a été impliquée dans un homicide routier de faire une visite médicale. C'est le médecin qui décidera s'il est apte à conduire. Exactement, pour éviter, si vous voulez, dans l'attente du procès, que la personne puisse reprendre le volant si elle est à la fois dangereuse pour elle-même et dangereuse aussi pour les autres personnes sur la route. Et le médecin, cette capacité, ce sera le médecin traitant, par exemple, Non, ce serait... Alors, ça existe déjà dans certains cas. Hein, c'est un médecin qui est désigné par le préfet, puisque c'est le préfet qui a la compétence, qui peut retirer le permis, le rendre. C'est une compétence particulière. Et donc là, il s'agit d'avoir un médecin dont c'est la mission, en fait. Ce n'est pas votre médecin à vous qui va dire si oui ou non vous êtes apte à conduire. C'est un médecin dont c'est la mission principale. D'accord. Et l'amendement a été adopté? Et l'amendement a été adopté et on espère que le Sénat reprendra rapidement ce dispositif pour justement... puisque la violence routière est... Alors, dans beaucoup de départements, mais nous, c'est vrai que c'est un sujet qui remonte dans tous les villages, notamment la question de la vitesse, ça préoccupe beaucoup de nos concitoyens. Rien n'est moins sûr avec le Sénat sur leur discussion, mais on verra. Vous me réinviterez, ce sera le sujet aussi. Bon, je les taquine un peu, on aura une sénatrice la semaine prochaine à votre place. Oui, vous aurez l'occasion de lui en parler. Dernier sujet, parce que vous travaillez dessus depuis un an, l'humusation des corps. On peut rappeler en quoi ça consiste ? Alors aujourd'hui, quand une personne décède, elle peut soit être inhumée, soit il peut y avoir une crémation. Et en fait, l'humusation permettrait de pouvoir finalement laisser une dégradation naturelle se faire des corps dans un lieu contrôlé, si vous voulez. Il ne s'agit pas de le faire n'importe où. Ce serait très, très, très encadré pour pouvoir respecter la dignité des restes humains. Et donc, de pouvoir offrir finalement une alternative plus respectueuse de notre environnement et qui correspond à de nombreuses demandes. Depuis que j'ai déposé cette proposition d'expérimentation, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contactée pour me demander comment ça avançait. J'ai des messages quasi tous les jours en me disant ça en est où, ça en est où. Donc il y a une vraie envie d'une partie de nos concitoyens, sachant qu'il faut vraiment dire les choses de façon très, très claire. Il ne s'agit pas d'obliger qui que ce soit. Enfin, je veux dire, parce que j'ai des réactions aussi très... Oui, c'est un changement culturel par rapport à la gestion de nos morts qui est important. Oui, alors c'est un changement culturel, mais qui finalement renvoie à une réalité humaine qui est que finalement la matière organique a toujours été composée de la même façon et que finalement il y a toute une réflexion qui peut être faite mais qui doit être cadrée juridiquement et je vous le disais dans le respect des restes humains. Et d'ailleurs la métropole de Grenoble va normalement organiser d'ici la fin de l'année un événement autour des nouvelles pratiques funéraires. Aujourd'hui, on peut appeler ça du compost humain pour simplifier un peu, mais c'est pas autorisé en France, ce type de... Non, ça n'est pas autorisé. C'est aujourd'hui autorisé aux États-Unis. Il y a des expérimentations en Belgique et en Suède. Aujourd'hui, ça n'est pas possible parce que notamment, il y a une obligation d'avoir un cercueil. Et donc, il ne peut pas y avoir de dégradation naturelle, on va dire, dans des délais, excusez-moi de rentrer dans les détails, mais courts. En tout cas, ça prend plusieurs années dans le cadre d'un cercueil. Donc, ça ne pourrait pas... Voilà, on a des freins matériels et réglementaires.
Je vous réinviterai aussi quand le projet de loi aura fait son chemin et qu'on pourra expérimenter l'humusation sur notre territoire. J'évoquais la prochaine invitée. Alors, ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, on aura à 7h une retransmission en direct d'un match de hockey sur glace entre l'équipe de France et le Danemark, notamment, pour un tournoi de préparation au championnat du monde. Mais la prochaine invitée, ce sera Frédérique Puisat, donc sénatrice de l'Isère, un membre des Républicains. Je vais vous demander la même chose qu'avec Jean-Pierre Barbier tout à l'heure, de lui poser une question. Très bien. Et donc, Madame la sénatrice, quand le texte arrivera au Sénat, allez-vous voter pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse ? Eh ben voilà, ça fait aussi partie des sujets d'actualité du moment. Elle vous répondra dans la prochaine émission. Merci. Merci à Élodie vous. Jacquier-Laforge d'être venue dans le QG politique. Merci de votre invitation.